Ce chapitre sur les changements d'état s'intéresse tout particulièrement aux échanges d'énergie qui ont lieu lors des changements d'état. Pour traiter ce chapitre, on est obligé aussi de tenir compte des variations de température qui vont avoir lieu et donc de l'énergie qui sera impliquée dans ces variations de température. Ceci appartient au programme de première mais sera revu dans le cadre du programme de terminale afin que l'ensemble soit complet. Tout d'abord, un changement d'état est bien évidemment le passage d'un état à un autre. Il existe différents noms représentant les différents changements d'état. Il y a 3 états à la matière, solide, liquide et gaz, et le passage de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un est un changement d'état. Chacun de ces changements d'état a un nom, il faut connaître. Par exemple, si on les prend dans l'ordre ici, de l'état liquide à l'état solide, il s'agit de la solidification. Lorsqu'on passe de solide à gazeux, il s'agit de la sublimation. Lorsqu'on passe de gazeux à liquide, il s'agit alors de la liquéfaction. Lorsque l'on passe de solide à liquide, il s'agit de la fusion. Lorsqu'on passe de liquide à gazeux, c'est la vaporisation. Et lorsqu'on passe de gazeux à solide, donc un changement qui est assez rare, il s'agit de la condensation. Donc le terme condensation officiellement réfère au passage de l'état gazeux à l'état solide, mais on va souvent le trouver pour représenter le passage de l'état gazeux à l'état liquide dans le langage courant. Tout simplement parce que liquéfaction a tendance à prêter à confusion entre est-ce le passage de gazeux à liquide ou est-ce le passage de solide à liquide. Liquéfaction, c'est normalement de gazeux à liquide, mais on va souvent trouver le terme condensation pour représenter ce changement d'état, alors que la condensation est réellement le passage de l'état gazeux à l'état solide. Lorsqu'on s'intéresse à la situation microscopique de ces 3 états, on voit que l'état solide représente des molécules ou des atomes qui sont fortement liées entre elles et qui sont immobiles. Ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres. L'interaction entre les molécules est très forte. Lorsqu'on passe à l'état liquide, l'interaction entre les molécules est plus faible et donc les molécules ont la possibilité de bouger les unes par rapport aux autres. De ce fait-là, il y a un déplacement des molécules les unes par rapport aux autres tout en restant en contact. C'est l'état liquide. À l'état gazeux, les interactions entre molécules ne sont plus existantes, elles sont trop loin les unes des autres pour interagir, et les molécules sont en mouvement incessant les unes par rapport aux autres. Elles ne se touchent plus, elles sont loin les unes des autres, et donc n'interagissent plus. Un changement d'état va donc consister à modifier les interactions entre les molécules. Par exemple, pour passer de solide à liquide, on va devoir affaiblir les interactions entre les molécules. Pour passer de liquide à solide, on va devoir casser les interactions entre les molécules. Ceci qui va demander de l'énergie lorsqu'on effectue un changement d'état. Afin d'affaiblir ou rompre les liaisons entre les molécules, ce que l'on va faire, c'est augmenter la température de manière à augmenter l'agitation thermique des molécules les unes par rapport aux autres. Et en s'agitant de plus en plus, eh bien, elles vont finir par s'écarter les unes des autres. C'est pour cela que pour effectuer un changement d'état, eh bien, il va falloir se placer à une température particulière. En ce qui concerne l'eau, par exemple, pour passer de solide à liquide, il va falloir se placer à 0 degré. Pour passer de liquide à vapeur, il va falloir se placer à 100 degrés. C'est à cause de l'agitation thermique nécessaire à rompre ou affaiblir les liaisons entre les molécules. Une fois la température de changement d'état atteinte, il va falloir fournir de l'énergie de manière à affaiblir ou casser les liaisons entre les molécules. C'est pour ça qu'un changement d'état se fait à une température constante, la température de changement d'état, mais ensuite elle va demander beaucoup d'énergie de manière à affaiblir ou rompre les liaisons entre les molécules. Ainsi, lors d'un changement d'état d'un corps, on va avoir une augmentation de température jusqu'à atteindre la température de changement d'état, ici 0 degré pour l'eau, puis une période pendant laquelle on va faire le changement d'état qui se fait à température constante. On appelle ça un palier de changement d'état. Une fois que tout le solide s'est transformé en liquide, eh bien, on va continuer à augmenter la température du liquide pour atteindre 100 degrés dans le cas de l'eau et arriver à nouveau à un nouveau palier de changement d'état pour le passage de liquide à gazeux pendant lequel on va casser les interactions entre les molécules. Une fois que tout le liquide s'est transformé en gaz, on peut à nouveau augmenter la température de façon plus ou moins infinie. Ainsi, le passage de solide à liquide ou de liquide à vapeur va demander à ce qu'on fournisse de l'énergie, donc il faut que le corps que l'on cherche à faire changer d'état reçoive de l'énergie, donc on va lui la fournir, ce qui est représenté par les flèches rouges. Par contre, lorsqu'on passe de vapeur à liquide ou de liquide à solide, cette fois, les molécules se rapprochent et se resserrent et se lient entre elles, et cela libère de l'énergie. Il n'y a pas besoin de leur en fournir, non seulement on n'a pas besoin d'en fournir, mais en plus ça en libère. Lorsqu'on fait fondre un glaçon, passage de solide à liquide, celui-là va absorber de l'énergie pour ce faire. Par contre, lorsque vous mettez de l'eau au congélateur, cette eau liquide, pour devenir solide, va libérer de l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez un congélateur, c'est pour ça qu'il est branché électriquement, de manière à maintenir la température à l'intérieur du congélateur. Sinon, à cause de la libération d'énergie de l'eau liquide qui se solidifie,
la température dans le congélateur augmenterait. Donc il est branché avec un système réfrigérant qui va lui permettre de maintenir sa température aussi basse. Si l'on s'intéresse maintenant à la quantité d'énergie qui est mise en jeu lors des changements d'état, on va devoir s'intéresser à la quantité d'énergie qui est mise en jeu lorsqu'on augmente la température sur cette phase-là, sur cette phase-là, sur cette phase-là, et aux quantités d'énergie qui sont mises en jeu lorsqu'on change d'état, ici et ici. Donc intéressons-nous tout d'abord au changement, à l'augmentation de température, donc sur ces trois phases-là. Pour cela, on va utiliser une formule qui a déjà été vue en première. La quantité d'énergie Q se mesure en multipliant la masse par ce qu'on appelle la capacité thermique, multipliée par la variation de température que l'on cherche à obtenir. Donc la capacité thermique, c'est quoi? Eh bien la capacité thermique, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pour augmenter sa température d'1 degré Celsius. Donc c'est pour ça qu'on va multiplier par la masse et par la variation de température, de manière à connaître la quantité d'énergie mise en jeu. Donc cette capacité thermique dépend en particulier du corps auquel on s'intéresse. Par exemple, dans le cas de l'eau, la capacité thermique sera relativement importante. Par contre, pour un métal tel que l'aluminium, eh bien, cette capacité thermique sera faible. Cela veut dire que augmenter la température de l'aluminium sera très facile comparé à augmenter la température de l'eau. Il faudra fournir beaucoup plus d'énergie pour augmenter de 10 degrés une certaine masse d'eau qu'il ne faudra d'énergie pour augmenter de 10 degrés la même masse d'aluminium. Lors du changement d'état lui-même, on calculera l'énergie en utilisant cette formule qui dit que l'énergie Q est égale au produit de la masse du corps que l'on veut faire changer d'état par ce que l'on appelle la chaleur latente ou l'enthalpie de changement d'état. Alors qu'est-ce que c'est que cette enthalpie de changement d'état? C'est la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir lorsqu'on veut changer 1 kg de ce corps d'état. Alors ça, c'est l'énergie qu'il faut fournir si on passe de solide à liquide ou de liquide à vapeur. Et c'est l'énergie qu'il va libérer s'il passe de vapeur à liquide ou de liquide à solide. Donc on va distinguer deux chaleurs latentes principales, la chaleur latente de fusion lorsqu'on passe de solide à liquide et la chaleur latente de vaporisation lorsqu'on passe de liquide à vapeur. Les chaleurs latentes de solidification et de liquéfaction seront facilement calculées à partir de celles de fusion et de vaporisation, puisqu'il s'agit tout simplement de leur opposé. En effet, si on doit fournir de l'énergie pour faire une fusion, eh bien, on va recevoir cette même quantité d'énergie pour effectuer la solidification en sens inverse. Donc la chaleur latente de solidification est tout simplement l'opposé de celle de fusion, moins elle fuse. Alors on pourrait se demander pourquoi l'opposé. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'énergie, d'échange d'énergie notamment, eh bien on part du principe que si une énergie est reçue, elle est positive. Si par contre une énergie est donnée, elle est négative. Imaginez que c'est un peu comme votre compte en banque. Quand vous recevez de l'argent, ça fait un crédit, ça fait une arrivée positive sur votre compte en banque. Lorsqu'au contraire vous dépensez de l'argent, eh bien ça vous fait une entrée négative sur votre compte en banque. Et bien ici c'est exactement la même chose. Donc tout corps qui reçoit de l'énergie, reçoit une énergie positive, tout corps qui donne de l'énergie, cette énergie doit être négative. Donc vu que lorsqu'on fait de la fusion ou de la vaporisation, on doit fournir de l'énergie au corps, donc il va recevoir de l'énergie. Donc l'énergie reçue sera positive. Donc les chaleurs latentes de fusion et de vaporisation seront positives. Par contre, lorsqu'ils font les transformations dans l'autre sens, solidification et liquéfaction, une fois vu que le corps libère de l'énergie, eh bien cette énergie va être négative. C'est pour ça donc que la chaleur latente de solidification sera l'opposé, et donc négative, de celle de fusion. Il y a encore deux petites notions importantes à traiter. Tout d'abord, le diagramme PT. Donc, ce qu'on appelle le diagramme PT, pression-température, qui est représenté ici. À quoi cela sert-il? Bien, pour l'eau, par exemple, on dit toujours que la température de changement d'état, que lorsqu'un corps a une température inférieure à 0, eh bien, il est solide. Lorsque cette température est entre 0 et 100 degrés, il est liquide. Et lorsque la température est au-dessus de 100, eh bien, on a de la vapeur d'eau, donc sous la forme de gaz. Mais en fait, ceci n'est vrai qu'à la pression atmosphérique. Donc, il faut s'intéresser au cas où la pression n'est pas la pression atmosphérique. C'est pour ça qu'on a un diagramme de phase pression-température. Donc, en fonction de la pression et de la température, on va pouvoir savoir dans quel état se trouve un corps. Ici, par exemple, c'est le diagramme de l'eau, donc dans quel état se trouvera l'eau. Par exemple, la pression atmosphérique, une atmosphère. Eh bien, on constate en effet que pour une atmosphère, on est solide jusqu'à une température de 0 degré. Alors, on ne voit pas le 0 là, mais il est là normalement. Donc ici, tout ce qui est en dessous de 0 degré, on est dans la partie solide, donc on est dans la glace. Lorsque la température va de 0 à 100 degrés,
on est dans l'état liquide. Et lorsqu'on dépasse 100 degrés, on est dans l'état de vapeur. Et tout ceci, c'est à la pression atmosphérique d'une atmosphère. Si au contraire, vous voyez, on descend cette pression, par exemple proche d'ici, là autour de 0,05 atmosphère à peu près, on s'aperçoit que cette fois, la glace sera jusqu'à à peu près 0,01 degrés Celsius, donc ce sera pratiquement zéro. Par contre, on va passer directement de solide à vapeur, il n'y aura plus de liquide. On va faire ce qu'on appelle une sublimation. Si on prend une pression intermédiaire, par exemple à peu près ici, eh bien vous voyez que là, alors que la température de fusion ne change que très peu, la température à laquelle on va passer de liquide à vapeur, elle change énormément. Donc ici par exemple on est à 50 degrés à peu près. Donc ceci va avoir des effets. Ce qui veut dire par exemple que lorsque vous allez monter en altitude, par exemple sur une montagne, la pression diminuant, eh bien si vous faites bouillir de l'eau, cette eau va bouillir à une température inférieure, de l'ordre de 80 degrés à peu près, qui va rendre la cuisson d'aliments par exemple particulièrement compliquée. Si on augmente la pression au contraire, qu'on se place par exemple ici, là encore vous voyez que le passage de solide à liquide se fait à peu près à 0 degré. Par contre, le passage de liquide à vapeur se fait à une température bien plus importante. Ça, c'est le principe qui va être utilisé par exemple dans une cocotte minute, où on va faire augmenter la pression à l'intérieur de manière à ce que la température de l'eau, sans bouillir ou à l'ébullition, soit supérieure à 100 degrés, de l'ordre de 110 degrés à peu près. Ceci va permettre une cuisson plus rapide au contraire des aliments. Les lignes de ce diagramme représentent des situations où deux états coexistent. Par exemple, sur cette ligne-là, on a un mélange de solide et de liquide. Sur cette ligne-là, au contraire, on a un mélange de liquide et de vapeur. Mais en dehors de ces lignes-là, on n'a qu'un seul état possible. Deux autres points sont importants. Ce que l'on appelle le point triple, c'est le seul point où les trois états peuvent coexister. Donc en ce point-là, on a solide, liquide et vapeur qui peuvent être présents. Donc on peut avoir un mélange de solide, liquide et vapeur. Donc vous pouvez avoir un mélange de glace, d'eau liquide et de vapeur d'eau dans un même endroit. Mais pour ça, il faut descendre à une pression très très faible, vous le voyez, de 0,006 atmosphères pour l'eau. De l'autre côté, lorsqu'on augmente la pression et la température, on atteint ce qu'on appelle le point critique. Au-delà de ce point critique, en fait, on ne peut plus vraiment dire que l'eau est liquide ou qu'elle est gazeuse ou que le corps, de façon générale, est liquide ou gazeux. C'est quelque chose qui est un peu particulier, donc qu'on appelle un fluide supercritique, état supercritique, donc au point critique. Vous voyez que pour l'eau, ce sont des valeurs qui sont énormes, 218 atmosphères, donc 218 fois la pression atmosphérique et 374 degrés. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est la différence entre l'ébullition et l'évaporation. Donc l'ébullition, c'est ce qui se passe lorsque vous faites bouillir de l'eau. Donc vous apportez une source de chaleur, par exemple un gaz ou une plaque à induction, qui va chauffer l'eau. À ce moment-là, l'eau va monter à une température de 100 degrés, à pression atmosphérique. Et on sera alors dans le cas d'une ébullition, c'est-à-dire qu'il y aura production de bulles de vapeur en dessous, en contact avec la chaleur, qui vont monter à la surface, qui va donner les bulles à la surface de l'eau. Donc ça, c'est l'ébullition. L'ébullition se fait dans le volume du liquide, c'est-à-dire ça a lieu de partout en même temps, même si c'est surtout au fond. L'évaporation, elle, c'est quelque chose qui se fait naturellement à température ambiante. Les molécules de la surface, sous l'effet de la chaleur, par exemple du soleil, vont rompre les liaisons avec les autres molécules du liquide pour se transformer en vapeur. De même, il va y avoir, lorsque la température baisse au contraire, cette fois de la condensation, c'est-à-dire des molécules d'eau sous forme de vapeur qui vont se redescendre et se recondenser sous la forme d'eau liquide. Ça, c'est quelque chose qui va se passer à température ambiante. C'est ce que vous voyez par exemple lorsque vous faites sécher votre linge ou lorsque vous avez une flaque d'eau et que la flaque d'eau s'assèche. Elle ne s'assèche pas avec de l'ébullition, elle s'assèche par évaporation, c'est-à-dire c'est les molécules de la surface qui augmentent. Donc si vous voulez augmenter l'évaporation, par exemple lorsque vous voulez sécher votre linge, eh bien vous allez augmenter la surface de contact avec l'air, puisque c'est un phénomène de surface. Donc le linge, par exemple, on va l'étendre d'autant plus. Si vous voulez que ce soit de l'eau qui sèche, vous allez étaler l'eau davantage. Vous allez ventiler, parce que lorsqu'une fois que l'eau s'est évaporée, elle va rester proche de l'eau liquide, et ça va empêcher l'évaporation de nouvelles molécules. Donc si vous avez une ventilation, ces molécules de vapeur d'eau vont être emmenées plus loin, et de ce fait-là, vous allez avoir un phénomène d'évaporation qui va pouvoir se reproduire. Donc ça va favoriser l'évaporation. Et enfin, bien entendu, vous savez bien que plus il fait chaud, plus ça s'évapore. Et bien c'est le cas ici. Si vous augmentez la température, vous augmentez l'évaporation, puisque les molécules sont d'autant plus proches
du passage de liquide à vapeur. Donc voilà les grandes différences entre évaporation et ébullition, qui sont deux moyens d'effectuer la vaporisation, c'est-à-dire le passage de liquide à vapeur. Voilà donc pour ce chapitre.